Il n'y a pas de raison... je recommence peut-être. Il n'y a pas de raison pour que le 366e épisode n'ait pas, lui aussi, son bonus de 15 minutes, avec toujours les mêmes petits camarades de jeu que sont Sébastien et Sébastien, le barbu et le non-barbu, celui de droite et celui de gauche, celui qui est en Belgique, celui qui est en France, bien qu'ils soient tous les deux belges. Donc, un avec des lunettes, l'autre sans les lunettes. N'hésitez pas, comme toujours, à aller cliquer sur les liens qu'on vous propose parce qu'on met également les sources des news dont mes chroniqueurs parlent. Les liens sont disponibles et donc vous pouvez vous aussi aller investiguer, suivre le fil et surfer sur cette vague. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas également, et je le dis d'entrée de jeu, à partager nos épisodes et nos bonus sur vos réseaux et chez vos amis afin que nous soyons de plus en plus nombreux à partager ces news technologiques d'un autre genre, parce qu'on fait les choses un peu différemment que les autres podcasts ou les autres sites ou d'informations technologiques. On fait les choses un peu différemment. On commence avec Sébastien, forcément. On va parler publicité et de Adblock, uBlock et consorts qui sont menacés sous Chrome, paraît-il. Ah, tu le savais, toi ? Non. Non, ah ben voilà, donc je te l'apprends, je suis content. Voilà. Et alors, pourquoi sont-ils menacés ? Ce n'est pas un plan machiavélique de Google, parce que Chrome, Google, hein, quand même, Alphabet, hein, ouais. Ce n'est pas un plan machiavélique de dégager toutes les extensions qui te permettent de supprimer la publicité, parce que c'est ça, Adblock, uBlock et tous les autres équivalents. C'est une modification qu'ils font dans les extensions. Alors, donc les extensions, pour expliquer très schématiquement, vous avez toute une série de petits modules que vous pouvez télécharger et qui vont utiliser des fonctions qui sont partagées par le navigateur. Et en général, effectivement, ici il y a le manifeste V2 qui est actuellement utilisé par ces extensions, qui offre toute une série de fonctionnalités. Et le V3 va être imposé, il est déjà actuellement disponible, et il va être imposé à partir de janvier 2023. Et la grosse modification de la V3, c'est qu'elle empêche toutes ces extensions de faire une série de modifications dans le contenu des pages. Pourquoi est-ce que Google a décidé de faire ça sur Chrome? C'est que aujourd'hui les extensions en MV2 ont le droit en fait de tout modifier sur la page, prendre toutes les informations qu'elles ont envie, et en fait tu pourrais très bien en poussant le vis aller sur le site des technos et que Adblock te remplace toute la page et qu'en fait te mette un autre podcast concurrent parce que tu es sur le site des technos. C'est possible, les extensions peuvent le faire. Oui, c'est le principe des extensions de traduction par exemple. Voilà. Tout simplement. Et donc, il y a effectivement aujourd'hui un problème que Google considère ça comme un problème, c'est que ces extensions peuvent te siphonner des informations, et donc d'un point de vue sécurité, ils trouvent que c'est un petit peu délicat, et donc effectivement, là, MV3 maintenant sera obligatoire à partir de janvier 2023. Alors il y a un uBlock qui a déjà été testé, hein, il y a le uBlock Origin qui est le truc de base, et il y a, si vous voulez déjà tester la version qui sera obligatoire à partir de janvier, c'est le UBO Minus, hein, donc ça te dit dans le nom qu'effectivement ce sera Minus, parce que c'est par rapport à ce que peut faire le uBlock aujourd'hui. Donc c'est un petit peu une forme de contestation de son auteur. La plupart des auteurs de ce type de trucs, d'extensions te disent, voilà, à partir du moment où on sera obligé sur la MV3, ça va être la merde, on va plus pouvoir faire la même chose que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc c'est un choix sécurité versus effectivement filtrage, à savoir que d'autres navigateurs comme Brave Brave qui lui normalement va faire son store à côté pour pouvoir toujours te permettre de faire du MV2 et tout ce qui est basé sur Mozilla, là c'est pas cette problématique, et là il n'y a pas de problème, on continue comme si de rien n'était. Donc vous aurez le choix l'année prochaine de changer de navigateur, utilisez tous Firefox, c'est libre, c'est génial et c'est beaucoup mieux. Voilà, ça c'est dit. Ou Brave. Ou Brave, oh d'accord. Bah oui, il faut le dire aussi. Faut être voilà, mais faites vos choix, hein, voilà. Passons à l'intelligence artificielle qui ne fait pas que des films pour adultes.
je vous irez voir si vous n'avez pas encore vu ou entendu notre épisode 366, on en a parlé. Ils font aussi, les intelligences artificielles font aussi des tableaux, génèrent des œuvres d'art en quelque sorte. Des œuvres d'art, on a déjà parlé d'Dal-I, I à l'anglaise, hein, Dal-E. Dans les technos, il y a Midjourney qui fait ça également. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a demandé à Midjourney de dessiner quelque chose, et puis il l'a raffiné en rajoutant des détails, etc. Il a travaillé vraiment longtemps, apparemment, sur sa demande pour arriver à faire ce qu'il voulait, et l'intelligence artificielle a dessiné une scène qui pourrait venir d'un film de science-fiction, genre Dune, genre Star Wars, genre Cinquième élément. C'est une pièce avec une grande fenêtre ronde qui donne une vue sur un monde, une ville du futur, avec des gens qui sont habillés en robes longues et qui regardent à travers cette fenêtre. Très réaliste. Et le monsieur a soumis cette œuvre, il l'a fait imprimer sur un grand tableau, et il l'a soumis à un concours d'œuvres d'art, et il se trouve qu'il a gagné ce concours d'œuvres d'art. C'était dans la foire de l'État du Colorado aux États-Unis. Levée de bouclier sur Twitter, on tue l'art, c'est de l'intelligence artificielle, vous n'êtes pas un artiste. Le monsieur se défend en disant non, c'est pas vrai, j'ai passé beaucoup de temps à tuner la manière de poser les questions, au nombre de détails que je donnais en fonction de l'image que j'avais en tête, que je voulais vers laquelle je voulais que le système tende. Pardon, j'ai vraiment des problèmes de tout aujourd'hui. Oui. Et donc il y a ce grand débat sur Twitter entre est-ce que l'intelligence artificielle peut être de l'art, est-ce que la manière dont on configure l'intelligence artificielle c'est de l'art, est-ce que c'est la fin de l'art, est-ce que c'est la fin des artistes, est-ce que demain la musique, la peinture que nous verrons seront entièrement gérées par générées par des intelligences artificielles. C'est une vraie question, je ne tranche pas, j'observe pour le moment avec mon paquet de popcorn le débat entre les pros et les contre. En tout cas c'est assez intéressant. Encore une chose, le journaliste qui reporte cela, enfin un journaliste, a fait un site web avec une collection d'œuvres d'art générées par des intelligences artificielles. Allez voir, on a les liens dans les notes du podcast. Certaines de ces photos sont vraiment étonnantes. Oui, c'est pas vilain. Il y a des choses... voilà. Est-ce du lard ou du cochon? C'est la question qu'on pourrait se poser. Mais oui, voilà. Chacun son tour. Bah oui, je sais. Mais donc voilà, après c'est une technique. C'est un peu comme quand on critique les disjockeys, tu vois, Tomorrowland, machin, etc. Certes, c'est des gens qui ne jouent pas de la guitare, ils ne jouent pas d'un instrument de musique, mais ils ont passé du temps dans leur studio. Ils sont créatifs, ils ont créé quelque chose. Mais est-ce que c'est de la musique? Qu'est-ce qu'on s'en fout si ça crée une émotion? Voilà, c'est ça l'essentiel. Je peux abuser? Ouais, vas-y. Alors, j'ai fait une conf parce qu'on m'avait invité. On m'a invité, je pense que c'était en 2011, un truc comme ça. Et ça m'avait fait sourire à l'époque parce que j'avais été invité par des mecs qui faisaient de la poterie, de la sculpture, des tableaux et tout le bazar. Et le mec qui faisait toute la conférence ce soir-là a dit « Et je voudrais avoir un tech. Et c'est vous que je veux. » Ok, d'accord, si tu veux. Et donc, le principe de la soirée, c'était en fait aussi d'expliquer que l'informatique et donc l'écrire de code, c'est de l'art. Et dans un certain nombre de parallèles, tu peux pas dire que le mec a tort. Écrire du code, c'est une forme artistique de s'exprimer. Et donc, voilà. Bah, si ça crée une émotion, c'est chez quelqu'un, c'est forcément, oui, c'est ça, c'est de l'art, quoi. Et c'est une technique appliquée à... Et puis c'est unique. Tu peux avoir deux programmeurs qui vont avoir le même résultat, qui vont l'écrire de deux manières différentes. Tu peux avoir 100 programmeurs, on va l'écrire de 100 manières différentes. Il y a quelque chose d'unique et d'humain dans ce qu'on fait. Il y a une élégance dans le code. Il y a de l'art, c'est de l'art. Ouais, c'est bon. Si tu vois mon code, tu vas dire 5 ans, 5-7 ans. 3-5 ans. 3-50, voilà, la maison et les parents en bâton. Ça, c'est moi, c'est mon code à moi. Il ne reste que 5 minutes dans ce bonus. Ça passe très vite. Merge, Seb, je te laisse la parole pour parler de Merge. The Merge. Sur The Merge chez Ethereum.
Oui, alors on en reparlera très très certainement dans les prochains podcasts, donc je vais faire très court ici. The Merge, je sais, effectivement, il y avait le réseau Ethereum 2, Ethereum, et le principe c'est de passer du Proof of Work vers le Proof of Stake, donc abandonner la preuve de calcul sur le réseau Ethereum et donc diminuer drastiquement sa consommation. Ouais. Il y a et ça se fait en deux parties. La première mise à jour a été lancée il y a quelques jours et la deuxième arrive maintenant elle se déclenche à un bloc spécial et donc le countdown est entre 13, 14, 15 septembre. Donc d'ici au prochain podcast, Ethereum sera passé normalement, sauf grand drame, en Proof of Stake. Et je pense que là, ça méritera, si pas dans le suivant, dans les suivants, qu'on revienne sur le truc. C'est vraiment très, 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 très attendu. Je pense que c'est l'événement crypto de l'année. Et ça va être une tendance lourde, sans doute, dans l'avenir, en crypto, non fini de consommer comme des gorées, enfin, voilà, c'est pas sûr, tout se défend, mais c'était un passage un peu obligé pour tout le monde. Pas d'accord. Non, d'accord, ok, donc il y a débat. Et donc, ce sera pour une prochaine fois. Dans un bonus, faire un débat, c'est un peu compliqué. Mais ça mériterait peut-être même un hors-série, on n'en sait rien, en fait. Ça mériterait peut-être de faire un tour de table, puisque maintenant, on va pouvoir se revoir physiquement. Et donc, pourquoi pas, à l'occasion, effectivement. Il nous reste donc, du coup, 4 minutes tranquilles. Hein, voilà. Dans le pif. C'est très bien, 4 minutes. J'avais demandé 3 minutes 30, mais 4 minutes. Voilà, je te donne 4 minutes. Je te donne 3 minutes 30 parce qu'il faudra quand même une petite conclusion derrière pour parler de brouillage, Sébastien. Florilège de brouillage d'ondes. Je crois que c'est toi qui nous as trouvé la news, et c'est un site qui rapporte un rapport de l'Agence nationale des fréquences, la NFR en France, qui publie un recueil de 146 pages détaillant les enquêtes les plus marquantes, 25 des enquêtes les plus marquantes en matière de recherche de brouillage. Donc c'est le gendarme des fréquences. Si vous vous sentez brouillé, vous les appelez, ils vous débrouillent grâce à des antennes, des voitures hérissons, ils appellent ça, bardées d'antennes pour essayer de trouver la source du brouillage des ondes. Alors dans les histoires qu'ils racontent, nous sommes en banlieue, une banlieue difficile, brouillage d'ondes depuis plusieurs jours. On soupçonne des trafiquants qui veulent cacher leurs choses, donc ils appellent le GIGN et la police qui à 6 heures du matin a investi l'appartement d'une petite mémé d'un certain âge avancé qui simplement avait acheté sur internet un brouilleur pour éviter que ses voisins se connectent à son Wi-Fi. Et ce faisant, elle avait brouillé les ondes Wi-Fi et 4G de tout le quartier. Autre histoire, et je pense qu'on en avait parlé dans les technos, un brave père de famille qui achète aussi sur internet un petit brouilleur pour que ses ados n'utilisent pas leur téléphone portable la nuit, et tout un village s'est trouvé déconnecté de la 4G et même du Wi-Fi dans leur maison, systématiquement entre 9h du soir et 6h du matin, pendant une période de temps, jusqu'au moment où on trouve pire, un aéroport entier qui a dû fermer, parce que les GPS ne fonctionnaient plus, donc le guidage des avions ne fonctionnait plus, tout simplement parce que c'est arrivé 2 fois, à 2 endroits différents. Des gens achètent des brouilleurs d'ondes de GPS parce qu'ils se savent suivis par leur patron et donc ils ne veulent pas que leur mouchard GPS reporte leur position. Ils vont se garer à l'aéroport, ils oublient de le déconnecter et apparemment ces appareils sont super puissants, ils peuvent brouiller les ondes de GPS jusqu'à 2 km d'altitude, 500 mètres autour d'eux, et donc dans un aéroport évidemment ça pose problème. Voilà, il y a 25 histoires comme ça dans le rapport, j'avoue que j'ai pas tout lu, je suis resté sur la page. Moi j'en ai une principale. Une anecdote personnelle, si tu veux, à rapporter, parce que je suis assez vieux pour avoir connu l'époque des radios libres, et on se faisait régulièrement saisir les émetteurs, et la personne en responsabilité du côté francophone de ce genre de choses, qui accompagnait à l'époque les gendarmes, parce qu'il y a encore des gendarmes en Belgique, on finissait par les rencontrer, et pas être copains, mais en tout cas on connaissait certaines de ces personnes, et lors d'une conversation, ils nous avaient rapporté que le rôle c'était évidemment de bouger dès qu'il y avait une perturbation radioélectrique, pas uniquement des radios libres. C'était voilà. Et la chose la plus triste qu'il avait été amené à faire, puisque le rôle c'était d'aller saisir l'objet du délit, donc l'émetteur du parasitage, du brouillage, etc. Ils avaient dû aller saisir le train électrique d'un petit garçon chez ses parents.
Et c'était le moment le plus triste qu'il avait vécu. Au moment même, on s'était dit, nous, le moment le plus triste, c'est quand on a dû couper ce disque en plein milieu et qu'on nous a retiré notre émetteur et qu'on a saisi tout le studio. Ça, c'est vraiment triste. Mais rétrospectivement, je trouvais que ce monsieur avait un rôle bien ingrat. Et voilà, c'est juste petite anecdote. Fin de la parenthèse. Il nous reste 40 secondes. Seb, un des deux veut-il conclure et dire quelque chose d'intelligent? Non, j'avais une anecdote, mais 35 secondes, je ne peux aller super vite. En Belgique, ça se fait, c'est l'IBPT. Mais l'IBPT détecte hyper vite. Mon papa à l'époque, mon papa, avait trouvé un cristal sur une brocante. Il était tout jeune, ingénieur. Il l'a ramené à la maison et utilisé pour effectivement émettre des trucs tous les quarts d'heure. Il avait essayé. Il se trouve que 2 heures après, il avait les gars de l'IBPT à sa porte pour choper le matos parce que la fréquence qu'il utilisait était, il le savait pas, le SOS des bateaux. Voilà. Je tiens à préciser que le train électrique du petit garçon faisait des parasites dans la télévision du voisin et que c'est la raison pour laquelle ils avaient été appelés à venir saisir le matériel. Merci aux deux Sébastien. On a un petit peu dépassé de quelques secondes les 15 minutes qui nous sont allouées en général pour un bonus. Merci à tous. À la semaine prochaine ou quand vous le voulez sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. À très bientôt. Salut.